Vous savez, je repensais à ces vidéos sur la cécité au changement. C'est un truc de fou. On regarde une scène, il y a un flash, un détail énorme change, et on ne le voit absolument pas. Et ça me fait me demander, au fond, qu'est-ce que ça veut dire voir quelque chose? C'est toute la question. On a cette impression, cette illusion de tout voir tout le temps, dans les moindres détails, mais en fait notre cerveau passe son temps à trier. Et une part immense de ce qui arrive à nos sens, ça passe jamais la porte de la conscience. Exactement. Et c'est cette porte, ce seuil qui va nous intéresser aujourd'hui. On va plonger dans le grand mystère de la conscience. Mais attention, hein, pas de façon philosophique ou mystique. On va l'aborder comme un phénomène biologique. Oui, comme un mécanisme que la science aujourd'hui commence vraiment à décortiquer. Et pour ça, on va s'appuyer sur les travaux d'un neuroscientifique, Stanislas Dehaene. Notre mission, donc, c'est de comprendre ce qui se passe dans le cerveau à l'instant T. L'instant précis où une information qui était en coulisses se retrouve soudain sous les projecteurs et devient consciente. C'est ça. On va chercher ce que Dehaene appelle les signatures de la conscience. Alors, avant de chercher quoi que ce soit, il faut qu'on soit sûr de parler de la même chose. Le mot conscience, c'est un peu un fourre-tout. De quelle conscience on parle au juste? C'est le point de départ, et il est crucial. Dehaene insiste énormément là-dessus. Il faut vraiment distinguer deux choses. D'un côté, il y a ce qu'on appelle l'état de conscience, La vigilance, c'est ça? le fait d'être réveillé par opposition au sommeil ou au coma. Voilà. Être éveillé, endormi, sous anesthésie, ça, c'est l'état. Mais c'est pas ça qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Non, nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce qui se passe quand on est conscient de quelque chose. Précisément. Et ça, c'est le deuxième aspect, le contenu de la conscience. Les scientifiques appellent ça la conscience d'accès. C'est le fait qu'une information précise, un visage, un son, une idée qui nous vient. Devienne accessible, qu'elle entre dans notre esprit. C'est exactement ça. Et c'est sur cet accès qu'on va se concentrer. D'accord. Et ça veut dire aussi qu'on va devoir mettre de côté certaines théories, même si elles sont assez séduisantes. Je pense par exemple à cette idée de conscience quantique. Ah oui, l'idée que la conscience émergerait de phénomènes quantiques dans nos neurones. C'est vrai que c'est une idée qui fascine, mais pour la quasi-totalité des neuroscientifiques, et des physiciens d'ailleurs, c'est une fausse piste. Mais attendez, pourquoi? Qu'est-ce qui la rend si improbable, concrètement? Mais pour faire simple, le cerveau, c'est un environnement qui est chaud, humide, et surtout, électriquement, c'est un vacarme pas possible. Les états quantiques, eux, sont d'une fragilité extrême. Ils ont besoin de froid, d'isolement. Comme dans les ordinateurs quantiques. Voilà. L'idée qu'un état aussi délicat puisse non seulement exister, mais jouer un rôle dans la soupe chaude qu'est notre cerveau, c'est un peu comme essayer de garder un flocon de neige intact au milieu d'une fonderie. La solution, elle est bien plus probablement dans l'architecture, dans la façon dont les milliards de neurones communiquent. C'est une question d'organisation de l'information, pas de physique exotique. C'est ça. Et si on remonte plus loin, chez Descartes, par exemple, avec son fameux dualisme, l'esprit d'un côté, le corps-machine de l'autre, on est à l'opposé de ça, j'imagine. On est à l'opposé, oui. Mais Dehaene apporte une nuance intéressante. Il dit que, pour son époque, Descartes était en fait un matérialiste radical. Il a été l'un des premiers à voir le corps comme une pure machine. Une mécanique complexe. Exactement. Capable de faire des choses incroyables, les réflexes, la digestion, sans aucune âme. Il a juste buté sur une seule chose, la pensée, le langage. Il ne voyait pas comment une machine pourrait faire ça. Notre projet aujourd'hui, c'est un peu de finir le travail de Descartes, de montrer que même la pensée peut émerger des mécanismes du cerveau. D'accord. Donc on cherche les mécanismes de la conscience, d'accès. Et le meilleur moyen de comprendre ce qu'elle fait, c'est peut-être de regarder ce que le cerveau fait sans elle. Je pense à ce truc tout bête. On prend la voiture pour aller au travail. On arrive, et là, trou noir. Aucun souvenir de la route. Les expériences montrent que notre cerveau non conscient peut lire des mots, comprendre leur sens, préparer des actions complexes. Une seconde. Mon cerveau peut lire un mot Et le comprendre sans même prendre la peine de m'en informer? Absolument. Si on vous flash un mot très vite, de façon subliminale, vous n'aurez aucune impression de l'avoir vu. Mais en imagerie cérébrale, on voit très bien que votre zone de la lecture, elle, s'active. Le mot est traité. C'est dingue. Mais alors, si ce système non conscient est si puissant, à quoi bon avoir une conscience? Pourquoi tout n'est pas en automatique? Parce que ce traitement automatique, même s'il est super rapide, il a deux énormes limites. La première, c'est la durabilité. La durabilité? Oui, une information non consciente, elle est traitée,
Elle déclenche une petite vague d'activité, et puis elle s'évanouit en quelques centaines de millisecondes. C'est très éphémère. C'est un peu comme un post-it qui se décollerait tout de suite. C'est exactement ça. La conscience, c'est ce qui permet de prendre ce post-it et de le garder bien en vue, de le maintenir actif dans notre mémoire de travail pendant plusieurs secondes, voire des minutes. C'est indispensable pour réfléchir. D'accord. Et la deuxième limite? C'est la flexibilité. Une information non consciente reste coincée dans son module. Le mot lu subliminalement active la lecture, mais c'est tout. Il ne peut pas être transmis au langage pour que vous le disiez, ou à la mémoire pour que vous vous en souveniez. La conscience, c'est ce qui fait sauter ces verrous. C'est le mécanisme qui prend une info et la rend disponible pour tous les autres systèmes. Ok, donc la conscience rend une information durable et disponible pour tout le reste du cerveau. C'est une sorte de centre de diffusion. Comment le cerveau s'organise pour un truc pareil? C'est là qu'intervient le modèle central de 2N, la théorie de l'espace de travail neuronal global. Pour comprendre, il faut s'imaginer le cerveau comme une immense organisation, une multinationale avec des centaines de départements hyper spécialisés. Le département reconnaissance des visages, le département analyse des sons, le département mémoire. Exactement. Et tous ces départements bossent en parallèle, dans leur coin, de manière très efficace, mais cloisonnée et silencieuse. D'accord. Et la conscience, dans ce modèle, c'est ce qui se passe quand une information, venant d'un de ces départements, est jugée assez importante pour être sélectionnée et diffusée à toute l'organisation. Bah, c'est comme si on prenait une note de service et qu'on l'affiche sur un écran géant dans le hall d'entrée. D'un coup, tout le monde est au courant. C'est une super analogie. C'est la différence entre un email envoyé à une personne et un email envoyé à tous les employés avec « urgent » dans l'objet. Une fois que l'info est dans cet espace de travail, elle devient publiquement disponible, et c'est cette diffusion qui permet la flexibilité. Et cet espace, il est où dans le cerveau? Justement, ce n'est pas un petit lieu, ce n'est pas un chef dans son bureau, c'est un état de communication à grande échelle qui est soutenu par un réseau de neurones aux connexions très longues, qui relie des régions distantes, surtout dans le cortex préfrontal et pariétal. C'est une très belle théorie. Mais est-ce que ça reste une image, une métaphore, ou est-ce qu'on peut voir vraiment cette diffusion, cet email urgent dans le cerveau? Absolument. Et c'est toute la force de ce modèle. Il fait des prédictions très claires qu'on peut tester. Grâce à des outils comme l'EHG ou l'IRM fonctionnel, on a pu identifier plusieurs signatures objectives. Des marqueurs qui n'apparaissent que quand une info devient consciente. D'accord. Alors, si on met des électrodes sur la tête de quelqu'un et qu'on compare un mot vu subliminalement et un mot vu consciemment, c'est quoi la première chose qui saute aux yeux? La première signature, c'est un phénomène que Dehaene appelle l'embrasement, ou ignition en anglais. Quand un stimulus reste non conscient, on a une petite vague d'activité qui reste locale et qui s'éteint vite. Mais quand ce même stimulus devient conscient, on assiste à une amplification soudaine, massive. C'est pas juste un peu plus d'activité, c'est un vrai basculement, une détonation. Et cette détonation, elle est tardive, c'est ça? J'ai lu ça quelque part. En EEG, cet embrasement se voit très bien. C'est une grande vague positive qu'on appelle la P300. P300? Pourquoi ce nom? C'est tout simple. P pour positive, parce que c'est une déflexion positive du signal, et 300 parce qu'elle apparaît, avec la régularité d'une horloge, autour de 300 millisecondes. C'est une vraie signature temporelle. Donc on a cette explosion tardive, et j'imagine qu'elle ne reste pas dans son coin. Non, et c'est la deuxième signature. Cet embrasement, il se propage comme une traînée de poudre, et il envahit un très large réseau, le fameux réseau fronto-pariétal, qui soutient l'espace de travail. En IRM, la différence est spectaculaire. Un mot non vu, ça active une petite zone. Le même mot vu consciemment, ça allume un immense sapin de Noël dans tout le cortex. D'accord, donc ça s'allume partout. Mais comment toutes ces régions si éloignées se parlent? C'est pas juste un grand flash chaotique, si? Non, bien sûr que non. Et ça, c'est la troisième signature, peut-être la plus belle. La synchronisation à longue distance. Au moment de la prise de conscience, on observe que ces régions distantes se mettent à osciller électriquement en phase, à l'unisson. Comme des musiciens qui se calent sur le même rythme. C'est exactement ça. Il faut imaginer que chaque région a son propre tambour. Pour communiquer, il faut qu'ils battent tous sur le même tempo. Et ce tempo de la conscience, c'est souvent une oscillation dans une fréquence qu'on appelle bêta. C'est la signature même du dialogue à l'échelle du cerveau. Pour rendre ça concret, il y a une expérience que je trouve incroyable et qui illustre ça parfaitement, le clignement attentionnel. Ce truc hyper frustrant où on nous montre des images très vite. Ah oui.
On voit parfaitement la première cible, mais on rate complètement la deuxième si elle arrive juste après. C'est comme si la conscience clignait des yeux. C'est une démonstration parfaite du modèle. Ça montre que l'espace de travail, il fonctionne comme un goulot d'étranglement. Il ne peut diffuser qu'une seule info globale à la fois. Pendant qu'il est occupé à traiter la première cible, à l'embraser, à la diffuser, la porte est momentanément fermée. La ligne occupée. Voilà. La deuxième cible arrive, le système visuel la traite très bien, on voit les activations précoces qui lui correspondent, mais elle ne peut pas entrer. Donc mon cerveau a parfaitement vu le deuxième mot, mais il a juste décidé de ne pas m'en parler parce qu'il était occupé ailleurs. C'est un peu vexant en fait. C'est ça? Et le résultat en EEG est radical. L'onde P300, la signature de l'embrasement conscient, est totalement supprimée pour cette deuxième cible. L'info a été traitée, mais elle n'est jamais devenue consciente. Pour nous, elle n'a jamais existé. C'est fascinant. Et on voit bien que tout ça, c'est pas juste une curiosité de labo. Comprendre ces mécanismes, ça doit avoir des implications concrètes énormes. Des implications cliniques majeures, oui. Surtout pour les patients qui ont de graves lésions cérébrales et qui ne peuvent plus communiquer. Je pense aux patients en état dit végétatif. Pendant longtemps, on était aveugle. On ne savait pas s'il restait une conscience derrière. C'est là qu'intervient cette expérience incroyable, presque de la science-fiction, où on a demandé à une patiente dans le coma d'imaginer jouer au tennis. Précisément, l'équipe d'Adrian Owen. Ils ont mis une patiente diagnostiquée en état végétatif dans un scanner et lui ont demandé d'imaginer soit jouer au tennis, soit se promener dans sa maison. Et là, stupéfaction. Ils ont vu s'activer dans son cerveau, à la demande, les aires motrices pour le tennis et les aires de la navigation spatiale pour la maison. C'est fou. C'était la preuve qu'elle était consciente et qu'elle comprenait des instructions complexes. C'est avec une personne que tout le monde croyait absente. Et aujourd'hui, avec ces signatures comme la P300, on peut aller plus loin. Oui, parce que l'IRM c'est lourd, c'est cher. Aujourd'hui, on développe des protocoles beaucoup plus simples, avec les EG, au lit du patient. On peut parfois poser des questions simples et surtout, poser un diagnostic beaucoup plus fiable. Distinguer un état de conscience minimal d'un état végétatif, ça change tout pour la prise en charge. Le parcours est vertigineux quand on y pense. On est parti d'une simple illusion d'optique, d'un gorille qu'on ne voit pas, pour arriver à un modèle de la conscience et à la possibilité de dialoguer avec des personnes enfermées. C'est la démonstration qu'une approche scientifique rigoureuse peut vraiment éclairer des questions qui semblaient insaisissables. J'ai une dernière question pour la route. Toute notre discussion a tourné autour de la conscience d'une information qui vient de l'extérieur. Mais qu'en est-il de ce qui nous occupe 99% du temps ? Notre dialogue intérieur, ce flot de pensées, de souvenirs, de projets. C'est une question passionnante. Et le modèle de l'espace de travail propose une piste de réponse très élégante. Il suggère que cette activité spontanée, c'est tout simplement le mode de fonctionnement par défaut de ce système. Quand il n'y a pas d'infos extérieures urgentes à traiter, l'espace de travail ne s'éteint pas, il continue de tourner. Mais en puisant où ? En puisant dans nos propres mémoires, nos objectifs. Il génère et diffuse ses propres informations, ses propres représentations. Donc notre monologue intérieur, nos rêveries, ce serait la signature que ce grand système de diffusion est toujours allumé, mais qu'il tourne en circuit fermé, en explorant nos propres paysages mentaux. C'est l'idée. Ce théâtre mental serait la fonction première de la conscience. Pas seulement réagir au monde, mais le simuler en permanence. Explorer des futurs, réinterpréter le passé. La conscience ne serait pas qu'une fenêtre sur le monde, mais avant tout un simulateur de monde possible.